Coucou tout le monde, bienvenue pour mon petit bilan lecture. Voilà, donc je vous quittais la dernière fois avec Les Chevaliers d'Antares, le tome 9, Justicier, chez Michel Lafon de Anne Robillard. Comment vous dire, donc je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire. Donc les Chevaliers d'Antares, en fait on est dans un monde parallèle. Willam, le personnage principal, est tombé dans un monde parallèle. Donc il est tombé à Antares, hein, et là il voit des chevaliers. C'est un peu la même histoire que les chevaliers d'Emeraude, sauf que là, voilà, c'est un autre monde, une autre époque. C'est une technologie nouvelle. Tout est un peu comme dans notre monde en fait. Ils ont le téléphone, ils ont les locomotives, voilà un petit peu de tout. Donc là, on retourne avec les chevaliers d'Antares, on est dans leur campement, il y a eu le tremblement de terre à la fin du tome 8, et donc là, ils essayent de refaire leur campement, hein, et de remettre un peu leur campement en ordre. Donc il se passe pas grand chose dans ce tome là malheureusement. Bon, il y a toujours ce petit complot de pouvoir, voilà, par rapport aux dieux. Il y a les hommes scorpions qui essayent, ou qui vont essayer de conquérir les terres, hein, des habitants d'Antares. Va y avoir une nouvelle reine qui va arriver donc à Antares. Elle va prendre ses fonctions. Vu que ses parents sont morts, c'est elle maintenant qui va devenir la nouvelle reine. Et donc voilà, donc on va retrouver Willam un peu dans cette petite pagaille, hein, voilà, dans cette nouvelle catastrophe qui vient d'arriver. Mais il se passe pas grand chose dans ce nouvel opus. Donc tout ce que j'espère, c'est que dans le tome 10, il se passera un tout petit peu plus de choses, parce que bon, là, pas grand chose, hein. Donc voilà. Donc Les Chevaliers d'Antares, d'Anne Robillard, le tome 9, Justicier, chez Michel Lafon. Donc en deuxième lecture, j'ai lu, pour changer, j'ai lu Johanna Gustafsson 100, chez Brajlon Thriller. Voilà. Donc là, on va être sur deux temporalités. On va être dans les années 1930, en Espagne, au moment où Franco a pris le pouvoir en Espagne. Et on va être dans une autre temporalité. Donc on va être en 2017, d'abord en Angleterre et après en Suède. En Suède, parce qu'il y a les parents d'Aliénor, hein, rappelez-vous, c'est notre petit autiste qui a Asperger, qui vont être assassinés avec sa sœur. Et donc du coup avec l'équipe d'Aliénor, donc avec Emily Roy, la profileuse, celle qui, est comme une formatrice par rapport à Aliénor, hein, vu qu'elle la forme pour devenir profileuse. Et on va retrouver aussi Alexis Castel, donc notre écrivaine qui écrit par rapport à Emily Roy toutes ces histoires. Donc elle écrit sur les scènes de crime, voilà, sur tous les crimes en série qui peuvent se passer en Angleterre. Sauf que là, notre histoire, elle va se dérouler en Suède, vu que, comme je vous l'ai dit, les parents d'Aliénor et sa sœur vont se faire assassiner dans leur maison en Suède, à Falkenberg. Oui, en Suède. Voilà. Et on va vite se rendre compte que les deux périodes va y avoir une... comment dire, ils vont se regrouper en fait, hein, les deux périodes vont se regrouper, les histoires vont avoir un rapport entre elles. Parce que, comment vous expliquer ça? En fait, les parents d'Aliénor ont créé une clinique pour la GPA, pour des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte et qui veulent être enceintes. Donc, ces femmes vont à cette clinique pour faire des tests de fertilité ou d'infertilité, enfin bref, voilà, pour tomber enceinte. Et ça a un rapport aussi avec leur métier, avec cette clinique. Donc là, donc on va être sur ces deux périodes, et dans les années 1930, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Franco est arrivé au pouvoir, et comme il y avait beaucoup de communistes, il a tué tous les communistes qu'il a pu,
Et en fait, des femmes étaient enceintes et les femmes qui étaient enceintes, ils les emprisonnaient. Ils les faisaient accoucher, une fois accouchés, ils les tuaient. Et les enfants, ils les emmenaient dans des orphelinats assez spéciaux, hein, qui étaient tenus par des religieuses ou des prêtres. Ça dépendait. Ou les deux, hein. Voilà, des fois il y avait les deux. Et c'est par rapport aussi à cette histoire-là, à ce qui s'est passé à cette époque-là, que les deux histoires vont se rencontrer, qu'elles vont se ficeler, et on va vite comprendre pourquoi est-ce que les parents d'Aliénor et sa sœur sont décédés. Voilà, pourquoi est-ce qu'on les a tués. Et on va comme ça être dans le passé d'Aliénor. On va comprendre par rapport à sa maladie, comment ça s'est passé par rapport à ses rapports avec ses parents, avec son frère et sa sœur. Et voilà, donc on va rentrer un petit peu plus dans l'intime d'Aliénor cette fois-ci. Et moi ça m'a beaucoup plu parce que c'est la grande histoire qui s'infile dans la petite histoire, hein, par rapport à ce meurtre et à ce passé. Et petit à petit on va comprendre pourquoi, ce qui s'est passé. Voilà, on va remonter un petit peu dans le temps. Et on va aussi voir les choses atroces qui se sont passées dans les années 1930 en Espagne. Comment ça s'est passé au temps de Franco, toutes les personnes qu'il a assassinées et comment ça s'est passé pour elle. Et puis tous ces enfants qui ont été arrachés à leurs parents et qui ont vécu dans des orphelinats, hein, jusque dans les années, jusqu'à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale en fait, hein. Donc dans les années 1940, à peu près un peu plus, hein. Et voilà, donc moi qui ai adoré Mort et Bloc 46, j'ai adoré ce nouvel opus de Johanna Gustafsson. Voilà, donc si vous avez aimé et si vous aimez toujours Johanna Gustafsson, hein, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre, surtout si vous ne connaissez pas cette époque de Franco, hein, au moment où il est rentré, il arrive au pouvoir en Espagne. Donc si vous ne connaissez pas du tout ce pan de l'histoire, lisez-le. Vous en apprendrez peut-être un peu plus sur ces horreurs qui s'est passées, hein. Et voilà. Donc Johanna Gustafsson chez Bragelonne Thriller. En troisième livre, donc je suis partie dans toute autre chose. Donc je suis partie avec Henri Lovenbruck. Vous connaissez mon amour pour lui parce que j'ai déjà lu La Muera et Gallica. Donc là j'ai lu Le Loup des Cordeliers. Donc comme vous voyez la petite cocarde, on va être en pleine Révolution française, donc en 1789. Et on va suivre Gabriel Joly, qui est un jeune, comment dire, enfin, un jeune imprimeur qui veut devenir journaliste et qui part donc à Paris pour faire ses études de journaliste. Bien sûr, comme vous devez le deviner, ses parents ne sont pas très très d'accord avec ce qu'il fait, mais bon, lui il s'en fout, il veut vraiment devenir journaliste, c'est vraiment le métier qu'il veut faire, et du coup il part à Paris. Parce que c'est à Paris que se passent vraiment les choses en ce moment, hein, vu que voilà, la révolution commence à arriver un petit peu, hein, on est en pré-révolution là, les gens commencent à s'énerver, vu que, comme vous le savez, le roi Louis XVI, comment dire, a du mal à prendre ses décisions, il en prend des mauvaises. Et du coup, les gens en ont juste marre, hein, de ne pas pouvoir manger à leur faim, de la hausse du prix du blé, de l'orge, et que ça soit toujours les bourgeois qui en profitent, alors que le reste du peuple meurt de faim. Donc là, comme je vous le disais, on va suivre Gabriel Joly qui arrive à Paris, qui veut devenir journaliste, donc il va arriver dans le journal que tient son oncle. Et donc va arriver à un moment donné où il va y avoir des meurtres d'hommes, voilà, qui vont se perpétrer. Et ça va être un justicier en fait qui va défendre des femmes qui le soir, hein, sont dans la rue et qui ne devraient pas y être, et qui sont agressés par des hommes. Et du coup ce justicier qui se promène en laisse avec un loup va combattre le crime en aidant ces femmes. Il va comment dire, tuer ces hommes qui agressent ces femmes, et il va devenir un peu le justicier donc des Cordeliers, parce que ça se passe dans la rue des Cordeliers à Paris. Et donc voilà, et donc il y a ce justicier là, et Gabriel va essayer de savoir
qui est justement ce justicier qui sauve ces femmes d'agression par les hommes, hein, des hommes qui veulent soit les violer, soit prendre leur argent, soit voilà, enfin les dépouiller, hein, en gros. Donc voilà, donc on va être avec Gabriel à Paris en pré-révolution, donc on va parler aussi donc du coup de cette révolution française. On va être, donc ça a été pour moi un petit peu, il y a eu des petites longueurs parce qu'à un moment donné, il y a la révolution qui arrive tout doucement et il y a comment dire, il y a des combats qui se mettent en route surtout au niveau de la Bastille et ce qui fait que du coup, ça a été un petit peu long ce petit, comment dire, ce petit pan pour moi de l'histoire, ça a été un petit peu long parce que j'aime pas trop quand l'auteur, comment dire, quand l'auteur met trop de détails dans son écriture. Du coup, pour moi, il y a eu des petits moments de longueur, mais j'aime toujours autant la plume de Henri Lovenbruck. Surtout que là, c'est historique, donc je me suis dit, je vais me lancer dedans, en sachant que moi, Henri Lovenbruck, je ne l'ai lu que la période fantastique. Donc là, pour moi, historique, c'était un petit pari que je voulais me lancer, surtout que j'adore sa plume. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Et comme j'adore la Révolution française, ce pan de l'histoire, hein, vous savez que j'ai déjà lu Jean-Christophe Porte. Pour ceux qui sont intéressés par la Révolution française, Jean-Christophe Porte fait aussi de très très beaux livres sur la Révolution française. Et là, donc voilà, donc on va essayer de savoir qui est ce justicier, et à un moment donné, on va savoir qui c'est. Et quand on va savoir qui c'est, alors j'ai eu, à un moment donné dans l'histoire, je me suis dit, mais ça peut être que cette personne-là. Et effectivement, j'ai trouvé qui était cette personne, et je suis bien contente de moi d'avoir trouvé, pour une fois que je trouve qui est la personne. Et voilà, j'ai pas vraiment été étonnée de savoir qui était cette personne, mais à savoir pourquoi est-ce qu'elle fait ça, ça reste encore, comment dire, un pan qu'on ne sait, enfin une partie qu'on ne sait pas encore de l'histoire, vu qu'à mon avis, il va faire une suite, je l'espère, il y aura une suite à cette histoire. Donc je le conseille, si vous aimez la Révolution française, si vous aimez un peu cette partie un peu, pas thriller, mais un peu comment dire, pas policier non plus, parce que ça n'a rien à voir avec la police, même si la police dans l'histoire va vouloir comprendre hein, qui perpétue ces meurtres et pourquoi. Et donc, je sais pas, on peut dire que c'est un peu un roman historique, un peu petit peu policier, mais en tout cas, je trouve que c'est original de la part d'Henri Lovenbruck d'avoir trouvé cette façon de faire, ça change. Je trouve que ça change beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé. Donc si vous voulez lire Henri Lovenbruck, Le Loup des Cordeliers, et si vous aimez la Révolution française, n'hésitez surtout pas. Surtout que c'est encore une fois la grande histoire qui vient dans la petite histoire. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Donc voilà, Henri Lovenbruck, Le Loup des Cordeliers, un roman d'Ixo Édition. Et en dernier livre, donc j'ai lu le tome 4 de La Passe Miroir de Christelle Dabos, La Tempête des Échos. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Christelle Dabos fait dans le fantastique. Donc moi j'ai lu les 3 autres livres, hein, bien évidemment de Christelle Dabos, La Passe Miroir. Je vais essayer de vous raconter l'histoire en gros. Hein. Donc imaginez un peu la Terre, comment dire, éclatée en plusieurs morceaux. Voilà. Et ces morceaux de terre qui voguent au-dessus, beaucoup au-dessus des nuages, sont des arches. Voilà. Et chaque arche a, comment dire, un esprit de famille. C'est une personne assez grande, assez étrange, qui, comment dire, oh, je sais même pas comment vraiment vous l'expliquer, mais bon. Donc, ces esprits de famille ou comment dire, c'est comme si c'était un président de la République. Voilà. Plusieurs arches ont leur président de la République. Donc là, on appelle ça des esprits de famille. Voilà. Et donc sur ces arches, il y a des familles qui vivent là, dans ces arches. Et chaque famille a des pouvoirs spéciaux. Ou des pouvoirs spéciaux. Enfin bref. Et donc là, on va être avec Ophélie qui est sur l'arche d'Anima et qui a 2 pouvoirs.
elle a le pouvoir de lire le passé des objets. Voilà, elle peut remonter le temps des objets, hein. Si la personne lui demande de lire un objet, donc il suffit qu'elle le touche et qu'elle voit les propriétaires qui ont eu cet objet, d'accord, et ce qui s'est passé par rapport à cet objet, toutes les époques qu'il a vécues. Et elle a aussi le pouvoir de passer dans les miroirs. Donc quand c'est pas trop loin, donc elle passe dans un miroir, elle arrive de l'autre côté d'un autre miroir. Il suffit qu'elle pense à l'endroit et elle arrive de l'autre côté du miroir. Voilà. Et un jour, Ophélie, comment dire, on l'oblige à se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et cet homme, c'est Thorn. Et à partir de ce moment-là, il va se passer des choses assez, comment dire, pas étranges, mais ça va être une petite aventure qu'Ophélie va devoir vivre avec Thorn. Elle va devoir, comment dire, se faire à ce personnage-là. Elle va devoir essayer de le comprendre et ils vont essayer de s'apprivoiser, hein, tous les deux. Et on va dire qu'il y a comme un complot contre Ophélie. Et voilà, et c'est assez compliqué à comprendre, il faut vraiment lire l'histoire. C'est vraiment fort compliqué à expliquer. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, sauf la fin. Je reproche à Christelle Dabos d'avoir fait une fin trop, comment dire, un petit peu trop compliquée. J'ai pas compris vers où elle voulait aller et à un moment donné, les termes qu'elle employait, je les trouvais assez compliqués à comprendre. Je trouvais qu'elle partait, mais complètement à l'ouest en fait. J'ai pas trop bien compris vers où elle voulait nous emmener. Et la fin, je l'ai trouvée un peu, comment dire, bof, parce que ça se termine d'un seul coup en fait. On ferme le rideau et c'est basta, et il n'y a plus rien. Et moi j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc si vous avez aimé les trois premiers de Christelle Dabos, vous aimerez aussi celui-là, mais je tiens à vous dire que malheureusement la fin n'est peut-être pas ce que vous attendrez. Donc voilà, Le Passe-Miroir, livre 4 de Christelle Dabos, La Tempête des Échos. Voilà, donc pour ce petit bilan lecture que je viens de terminer. Et en ce moment, donc je me suis replongée dans un thriller. Donc je lis Laurent Loison, Cyanure, chez Hugo Thriller. Comme vous le voyez, je suis qu'au début, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai du mal à comprendre l'histoire. Voilà. J'ai du mal à me mettre dedans. On va être là avec une équipe... Non, on va d'abord être... On est en France. Il y a un sniper, voilà, qui tue le ministre de la Santé. Et au 36 quai des Orfèvres, on va appeler un certain Florent Bargamon, qui va être en charge de l'enquête. Et en fait, ce qu'on va découvrir, c'est que quand le sniper a tué le ministre de la Santé, il était fort loin. C'était un tir vraiment précis et qui a été fait de très loin. Et il faut vraiment être un expert en tir pour avoir réussi ce coup-là. Mais ce qu'on va vraiment découvrir, c'est que par rapport à la balle qui a atteint le ministre, c'est qu'il y a une drôle d'odeur et ils vont se rendre compte que les balles sont faites avec du cyanure. Donc voilà. Et c'est comme ça que le ministre il est mort. Mais il y a toute une histoire à côté de ça. Et je sais pas. Et j'ai un peu de mal avec le style de l'auteur. Alors après, vous allez me dire, c'est peut-être le début, peut-être qu'après, par la suite, ça va aller. Mais j'ai beaucoup de mal. Et même avec les personnages, j'ai du mal à comprendre le caractère de Florent, qui a un caractère assez, comment dire, fort, hein. Il est, comment dire, il est dur. Moi, je trouve qu'il est dur, cet homme. Il a des yeux, déjà, on dit qu'il a des yeux glacés. Il parle aux gens assez durement, comme si c'était leur chien. Non, je sais pas, j'ai du mal, j'ai un peu de mal avec lui. Donc après, je sais pas si c'est parce que c'est son deuxième et que j'ai pas lu son premier, donc du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à me mettre dans l'histoire. Mais je sais que ce livre a eu du succès et il a eu des avis un peu mitigés aussi. Donc, est-ce que je vais faire partie des gens qui ont cette lecture a été mitigée pour eux? Je ne sais pas. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est que le début, hein, je peux pas vous en dire trop. Et je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Donc voilà mon petit bilan lecture qui vient de se terminer.
Je vais vous retrouver dans quelques instants parce que je vais faire un book haul. Vu que pour mon anniversaire, j'ai eu une carte cadeau chez Au Furet. Et du coup, je me suis fait des petits plaisirs, hein. J'ai acheté une autre 4-5 livres. Voilà, plus de livres que je me suis acheté à Leclerc. Donc, je vous dis à tout de suite et bonne journée. Bye bye.